Eh bien, bienvenue dans ce troisième cours, où on va continuer à explorer les aspects topologiques en physique des matériaux quantiques. Le cours d'aujourd'hui est consacré, je vais terminer la structure électronique du graphène et vous parler surtout d'isolants de Chern et de modèles de Haldane. Alors, je vous rappelle que il y a une liste de diffusion du cours, donc du cours et des séminaires. Donc, si vous n'êtes pas inscrit, envoyez-moi un mail. Et chaque cours, à l'exception des deux cours de la dernière fois, sont accompagnés par un séminaire. Donc, aujourd'hui, on va avoir le grand plaisir d'accueillir Dimitri Efetov, qui est un des meilleurs spécialistes de l'expérience sur les matériaux de Morée. Et d'ailleurs, voilà, il entre dans la salle. Bienvenue, Dimitri. Qui va donc nous donner une sorte de revue assez large, expérimentale, sur le graphène twisté. Donc aujourd'hui, un seul cours, puis à 11h30, un séminaire. Je voulais vous rappeler, ça c'est important, qu'il y a un séminaire à une date exceptionnelle, qui est lundi 18 mai, à 11h, qui sera donné par Nathan Goldman, et qui va nous parler de matière quantique topologique en présence d'interaction et comment on peut relier entre eux les différents invariants. On a vu au premier cours que dans l'effet Hall quantique entier, on pouvait relier la conductivité de Hall au many-body Chern number. Et en quelque sorte, le séminaire de Nathan sera une élaboration beaucoup plus avancée sur ces sujets, avec également des conséquences pratiques pour les expériences. Et puis après, on reprendra le cycle normal le mercredi. Le cours 4, la semaine prochaine, sera consacré à l'effet Hall quantique fractionnaire avec un séminaire de Nicolas Regnault qui tout naturellement nous parlera d'isolants de Chern fractionnaires dans les systèmes à bande plate. Alors, le menu d'aujourd'hui, je voudrais vous rappeler rapidement ce qu'on a fait à la fin du marathon de la semaine dernière. Donc rapidement des rappels sur la structure de bande du graphène. Ensuite, on va passer à un modèle dans lequel on rajoute un gap entre les deux bandes du graphène qu'on peut considérer comme une description simplifiée du nitrure de bore, HBN. Je vais me livrer à un certain nombre de considérations d'ordre général sur la topologie des systèmes à deux bandes. On verra en particulier qu'on peut relier les invariants topologiques à ce vecteur D qui définit l'hamiltonien. Je vais y revenir tout à l'heure. Ça va illustrer pourquoi le nombre de Chern est quantifié. On verra qu'il se cache derrière tout ça un monopôle dans l'espace des paramètres. Et puis on illustrera tout ça sur le cas du modèle de Haldane, qui est ce qu'on appelle un isolant de Chern, c'est-à-dire un système qui peut avoir un système à deux bandes dans lequel il peut y avoir un nombre de Chern non nul, donc une conductivité de Hall non nulle, dans un modèle qui brise l'invariance par renversement du temps, mais qui n'a pas de champ magnétique global. Et puis j'essaierai de terminer le cours en montrant quelques mesures expérimentales de la courbure de Berry, à la fois dans les systèmes d'atomes froids et également en matière condensée. Donc voilà le menu. On va essayer de le tenir. Donc, quelques rappels sur la structure de bande du graphène. Donc, j'avais déjà expliqué la dernière fois qu'il s'agissait juste des bandes provenant de l'hybridation pi entre orbital PZ. On ignore toutes les autres pour toute la suite de ce cours. On a donc un réseau hexagonal qui n'est pas un réseau en nid d'abeille, qui n'est pas un réseau de Bravais. Le réseau de Bravais sous-jacent est un réseau triangulaire qui est engendré par ces deux, par exemple, par ces deux vecteurs A1, A2. J'emprunte ce dessin à ce très joli article de revue par Jérôme Kessel et Jean-Noël Fuchs. Ce n'est pas un réseau de Bravais, il y a une cellule unité à deux atomes avec deux sous-réseaux A et B. J'avais défini les vecteurs de base, donc A1 et A2, comme ceci. On a également besoin des vecteurs qui connectent un atome de carbone sur le sous-réseau A à ses trois plus proches voisins sur le sous-réseau B. Donc ces vecteurs sont définis ici. Et puis, on a également besoin des vecteurs du réseau réciproque qui génèrent le réseau réciproque que j'appelle G1 et G2.
et j'avais montré comment on pouvait en donner une construction générale à 2 dimensions d'une rotation de pi sur 2 des vecteurs du réseau direct. Alors ceci nous définit une zone de Brillouin. Alors vous voyez qu'avec ce choix de G1 et G2, la zone de Brillouin pourrait être ce trapèze ici, généré par G1 et G2. En fait, ce n'est pas un choix très commode. En général, on choisit plutôt la maille de Wigner-Seitz du réseau réciproque, qui est centrée au point gamma et qui est définie par cet hexagone. C'est un choix tout à fait équivalent. Et il faut remarquer en particulier des points remarquables dans cette zone de Brillouin. Il y a donc ce point ici K, qui a les coordonnées qui sont données dans cette table, et puis le point moins K, qui est donc le point connecté à K par symétrie d'enversement du temps. Et vous voyez que le point K', ici, on parle souvent de K et K', le point K' est simplement complètement équivalent par symétrie à moins K, puisque K', c'est moins K plus la somme des 2 vecteurs G1 et G2 du réseau réciproque. Donc K' et moins K, on peut aussi bien parler de moins K ou de K' quand on va parler du partenaire de K par symétrie par renversement du temps. Donc voilà la structure du réseau réciproque et de la zone de Brillouin. Quand on diagonalise l'hamiltonien, donc on avait vu qu'on pouvait écrire l'hamiltonien dans ce cas qui est un système à 2 bandes, puisqu'il y a 2 atomes par cellule unité, chacun portant une orbitale, qu'on pouvait écrire cet hamiltonien comme un vecteur D qui dépend du point K, fois les matrices de polysigma, et dans ce cas-là, mais ça va vite changer dans la suite du cours, dz est nul, donc il y a juste une composante dx et une composante dy, et les composantes dx et dy sont tout simplement données par la partie réelle et la partie imaginaire de exponentielle de i K somme sur les vecteurs voisins, les vecteurs qui connectent un atome et ses 3 plus proches voisins, juste par transformée de Fourier, de sorte que les 2 valeurs propres, qui donnent la dispersion des 2 bandes d'énergie du graphène, sont données par plus ou moins le module de D, ça va être général, même quand il y a des Z, je vais faire des rappels là-dessus tout à l'heure, et donc c'est racine de dx carré plus dy carré. Quand vous tracez cette fonction, comme ici, à 3 dimensions, en fonction de kx, ky dans le plan, vous voyez que vous obtenez 2 bandes qui se touchent à 6 points de Dirac, mais il n'y en a que 2 qui sont inéquivalents par symétrie, et ces 6 points de Dirac sont les coins ici de la zone de Brillouin, donc K, K' et ses partenaires, leurs partenaires par symétrie. Alors, un petit mot supplémentaire sur cette question des symétries. Il y a 2 symétries qui sont particulièrement importantes. L'une, c'est la symétrie d'inversion. Donc la symétrie d'inversion, elle revient à inverser R, la position. Si j'ai une fonction d'onde psi de R, elle va me faire correspondre R à moins R. Donc ça inverse aussi K, puisque K est relié à la vitesse des R dt. On ne touche pas au temps dans ce cas-là. Donc K est changé en moins K également. Mais la symétrie d'inversion fait aussi intervenir une inversion des 2 sous-réseaux A et B. Et donc l'hamiltonien H, qui est une matrice de 2, comme on vient de le voir dans la base AB, est changé en H de moins K, mais avec l'action de l'opérateur unitaire sigma x, qui est la matrice 0, 1, 1, 0, qui inverse A et B. D'accord ? Donc ça, c'est l'opération de symétrie par inversion. Et dire que l'hamiltonien est invariant par inversion, ça veut dire que sigma x, h de moins k, sigma x est égal à h de k. L'autre symétrie importante, c'est la symétrie par renversement du temps. Alors dans la symétrie par renversement du temps, R ne change pas, mais T est changé en moins T, donc K est changé en moins K, mais la fonction d'onde, ça c'est facile à voir juste en écrivant l'équation de Schrödinger, est changée en son complexe conjugué. Ce qui veut dire que l'hamiltonien H de K, ma matrice de 2, va être changé en H de moins K, complexe conjugué, que je désigne par étoile ici pour ne pas le confondre avec la transposition suivie de la conjugaison qui va être dagger. Voilà, donc H est changé en H de moins K star, et ça veut dire un système qui a l'invariance par renversement du temps, c'est H de moins K étoile égale H de K. Et donc, si vous appliquez ces 2 relations à un hamiltonien de ce type, vous voyez que l'invariance par inversion implique
cette symétrie-là. Ça, c'est juste en utilisant la manière dont les trois matrices de Pauli, sigma x, sigma y, sigma z, se transforment sous l'action de cette transformation, en utilisant par exemple sigma x carré égale 1, etc. Vous voyez que l'invariance par inversion implique dx de k égale dx de moins k, mais dy de k égale moins dy de moins k, et dz égale moins dz de moins k, alors que l'invariance par renversement du temps implique cette relation ici, donc la même pour dx, la même pour dy, mais une relation opposée pour dz. Donc vous voyez qu'un système qui est à la fois invariant par inversion et par renversement du temps doit nécessairement avoir dz égale 0. Et ça, c'est bien le cas du graphène. On a bien dz égale 0, le vecteur d vit dans le plan équatorial de la sphère de Bloch, avec θ k égale pi sur 2, et varie seulement selon l'angle phi. Alors, on peut regarder d'un petit peu plus près, donc tout ça c'est des choses très classiques, on peut regarder la dispersion des bandes au voisinage de ces points, où les bandes se touchent, donc où le module de D est nul, dx égale dy égale 0. Alors oui, ces symétries, elles ont aussi une conséquence importante, c'est que quand vous avez un système qui préserve l'invariance par renversement du temps et l'invariance par inversion, il va y avoir de manière assez générique des points de Dirac qui vont être préservés, même si vous ajoutez des couplages plus proches voisins ou éventuellement du désordre. Ça va être préservé parce que dz doit être nul, et la condition pour avoir des points de Dirac, c'est module de d égale 0 à certains points k, et ça c'est deux équations, dx égale 0 et dy égale 0, pour deux fonctions de deux variables. D'accord ? Donc au moins sous des perturbations relativement faibles, la présence de points de Dirac est protégée par symétrie. Donc ça c'est une chose importante à dire. Alors maintenant, si je regarde ces points où les bandes se touchent, donc j'ai déjà vendu la mèche, il y a une dispersion de type dispersion de Dirac. Donc ça, c'est facile à voir. Si vous prenez l'hamiltonien au voisinage du point K et vous appliquez un petit changement du vecteur d'onde que j'appelle Q ici, Q est petit, et vous linéarisez l'hamiltonien au premier ordre en Q, ce que vous trouvez, c'est que l'hamiltonien HK plus Q, là j'ai remis H bar, c'est H bar VF fois cette matrice ici, qui fait intervenir Qx moins IKY et Qx plus IKY, c'est-à-dire un I près les dérivés dx moins IDY et dx plus IDY. Et si vous faites la même expansion à moins k, alors en fait vous n'avez pas besoin de refaire le calcul, puisque comme on connaît l'invariance par renversement du temps et l'invariance par inversion, on peut tout de suite dire que h de moins k plus q, c'est h étoile de k moins q, et on déduire immédiatement la formule. Donc à partir de celle-ci, vous obtenez cette expression. Donc vous voyez que la dispersion au voisinage du point k et la dispersion au voisinage du point moins k, c'est une dispersion qui est linéaire en moment, comme dans un fermion de Dirac, avec deux chiralités opposées, correspondant à Qx moins IQY et Qx plus IQY. Donc ça veut dire que vous pouvez définir un hamiltonien effectif de basse énergie pour le graphène en vous focalisant seulement sur le voisinage des points de Dirac. Alors il n'y a pas besoin de les considérer tous les 6, puisqu'ils sont reliés par symétrie, il suffit de considérer k et k' ou k et moins k. Donc vous avez deux vallées, on dit vallées, ou point de Dirac, k et k' ou k et moins k, et deux sous-réseaux, A et B. Et donc vous pouvez construire un hamiltonien qui est en fait un hamiltonien 4-4 dans ce langage, en groupant les deux hamiltoniens hk plus q et h moins k plus q, sous la forme d'un hamiltonien ici, que j'ai mis explicitement sous la forme d'un hamiltonien de Dirac, où vous voyez que j'ai introduit la matrice de Pauli tau z pour la distinguer de sigma z. Donc sigma agit, va avec le vecteur d, et tau agit sur les sous-réseaux AB. Donc tau z vaut plus 1 sur le sous-réseau A et moins 1 sur le sous-réseau B. Et là, j'ai groupé les deux vallées ensemble. Voilà, donc il y a 1 degré de liberté pardon, j'ai dit les choses à l'envers. Sigma agit sur AB et tau agit sur les vallées. Puisque sigma, c'était le vecteur D qui va avec AB.
Ça, c'est l'hamiltonien effectif à 4 composantes qui agit sur un spinner à 4 composantes. Un spinner dont les 2 premières composantes vivent au voisinage de K et 2 autres vivent au voisinage de K'. Alors, si vous regardez un petit peu plus la manière dont tout ça se présente dans la zone de Brillouin, dans l'espace réciproque, il y a quelques remarques qui sont intéressantes. Donc, à partir du vecteur D, on peut définir un vecteur unitaire sur la sphère de Bloch, qui est D sur sa norme, qu'on peut paramétriser par les coordonnées sphériques habituelles. Donc, θ, c'est l'angle par rapport à dz, et puis phi, c'est l'angle dans le plan dx, dy. Donc, n de k est paramétrisé de cette manière. Donc, il y a une norme D qui peut s'annuler au point de Dirac, et un angle θ, un angle phi sur la sphère de Bloch. Comme on l'a déjà dit, dans le cas du graphène, ce vecteur est confiné sur le plan équatorial de la sphère. Et si vous, donc, la seule chose qu'on a à regarder, c'est le portrait de phase de phi de k dans l'espace réciproque. Et donc, si vous regardez ce portrait de phase, alors j'aurais dû dessiner en plus les zones de Brillouin, mais vous pouvez les deviner juste en regardant ce dessin. Vous voyez ici, c'est la première zone de Brillouin, l'hexagone qui est ici. Et comme on peut s'y attendre, ce portrait de phase, il a des singularités au point où les bandes se touchent, puisqu'évidemment, le vecteur phi est mal défini, puisque la norme de D s'annule. Donc ici, vous voyez qu'il y a des vortex dans l'espace de K à chacun des 6 points de Dirac, avec une vorticité opposée pour K et K'. Et l'autre remarque intéressante, c'est que vous voyez que ce portrait de phase, il n'a pas la périodicité du réseau réciproque, il a une périodicité qui est plus grande. Donc H de K, vous voyez qu'ici, pour retrouver le même pattern de couleur, il faut translater non pas d'une zone de Brillouin, mais de 3 zones de Brillouin. Donc H de K, c'est paramétrisé ici par le portrait de phase de phi, a une périodicité plus grande. Et ça, c'est important quand on calcule la courbure de Berry, c'est important d'utiliser cet hamiltonien qui a ces propriétés-là. Donc ça, c'est très bien expliqué dans l'article de revue que j'ai cité tout à l'heure. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, essentiellement à titre de rappel sur le graphène. Et maintenant, on va compliquer un peu les choses. On va rajouter une masse qui va ouvrir un gap dans ce spectre. Alors, les théoriciens des champs aiment bien parler de masse, mais si on est plutôt du côté de la chimie des solides, on va tout simplement parler d'un niveau d'énergie des atomes A et B qui va être différent. Donc, autrement dit, une levée de dégénérescence du champ cristallin. Imaginez que les atomes A et B soient 2 atomes qui ne sont plus maintenant de la même espèce chimique, donc ce n'est plus 2 atomes de carbone, mais ça va être par exemple un atome de bore et un atome d'azote, comme dans le nitrure de bore hexagonal HBN. Vous allez avoir une levée de dégénérescence entre A et B. Autrement dit, vous pouvez penser au problème de la manière suivante. Vous avez 2 niveaux atomiques, epsilon A et epsilon B. Et maintenant, vous branchez un seau entre atomes qui vont donner 2 bandes d'énergie. Et en présence alors évidemment, dans la limite où il n'y a pas de seau, il y a un gap d'énergie entre ces 2 bandes qui est donné par epsilon A moins epsilon B. Et la question c'est, quand j'augmente le seau, est-ce que je vais arriver à fermer ce gap? Et dans le cas qui nous intéresse, où on a juste cette différence epsilon A moins epsilon B, ce gap ne se ferme pas, il est toujours fini. Et une des raisons de ça, c'est que cette perturbation, évidemment, brise l'invariance par inversion, mais remarquez qu'elle respecte l'invariance par renversement du temps. Donc maintenant, le vecteur D ne vit plus dans le plan équatorial sur la sphère de Bloch, mais dz de K est tout simplement donné par M, qui est égal à epsilon A moins epsilon B. Donc, si vous voulez, sur la sphère de Bloch, maintenant, mon vecteur D vit
non plus sur l'équateur, mais toujours sur un parallèle de ce type. La dispersion des deux bandes est maintenant donnée par la dispersion d'une particule massive, relativiste, mais massive. Avant, c'était des fermions de Dirac sans masse. Ah oui, j'avais oublié de donner quand même un ordre de grandeur de cette vitesse VF dans le graphène. Donc si vous mettez le paramètre de saut du graphène dans sa configuration d'équilibre, vous trouvez à peu près 1 million de mètres secondes, ce qui veut dire que les électrons au point de Dirac vont à une vitesse qui est environ 1/300e de la vitesse de la lumière. Donc pas vraiment relativiste, au sens technique du terme. Donc maintenant, en présence de cette masse m, ou de ce niveau, de cette levée de dégénérescence de champ cristallin, la dispersion devient celle d'une particule relativiste massive, d'où le nom m pour désigner epsilon A moins epsilon B. Alors, ce problème a été regardé dans un article qui a eu beaucoup d'influence, qui est un article de Gordon Semenoff, qui en fait proposait le graphène en présence d'une masse m comme un moyen de faire une simulation, entre guillemets, dans un système de matière condensée de l'anomalie chirale. Et cet article, dont on appelle quelquefois dans le langage des physiciens qui font de la topologie, la masse m, une Semenoff masse, une masse de Semenoff. Cet article a très clairement, quand on lit l'article de Haldane, c'est très clair, a très clairement inspiré l'article de Haldane, puisque le mot anomalie apparaît dans le titre de l'article de Haldane, comme vous allez le voir tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a ouvert un gap, on peut se poser la question de la courbure de Berry de ces systèmes. Vous voyez que d'une certaine manière, ceci vous montre déjà que le graphène est prêt pour la topologie, je dirais, mais le gap n'est pas encore ouvert. Donc maintenant qu'on a ouvert un gap, on peut calculer la courbure de Berry de manière sûre en se concentrant sur la bande du bas, puisque la courbure de Berry totale est évidemment... le nombre de Chern global est évidemment nul, donc on va considérer la bande du bas. Et quand on fait ce calcul, donc on obtient cette formule. Donc ça, c'est juste une formule qui est obtenue en appliquant directement les expressions qu'on a établies dans le cours 2 la dernière fois. Vous vous souvenez, on avait établi une formule qui donnait la courbure de Berry en fonction des dérivés de l'hamiltonien par rapport à K. On applique cette formule et on trouve cette expression. Et quand on trace cette expression dans l'espace réciproque, vous voyez que ce qui se passe, c'est que la courbure de Berry est concentrée au voisinage des 6 points qui étaient les points de Dirac, donc des 6 points où la distance entre les deux bandes est la plus faible, avec des signes qui sont opposés. Donc bleu et rouge veut dire des signes opposés de cette courbure de Berry. Donc quand on intègre la courbure de Berry sur l'ensemble de la zone de Brillouin, on trouve 0. Donc cette bande, chacune des deux bandes, inférieure et supérieure de HBN, a une courbure de Berry nulle, mais je dirais, de nouveau, est prêt pour quelque chose de plus intéressant, puisque maintenant on a de la courbure de Berry localisée aux différents points. Et pour créer une courbure de Berry non nulle dans cette bande, l'idée naturelle, ça va être d'ouvrir un gap au point rouge et de laisser un gap au point bleu ou réciproquement. Et à ce moment-là, on va déséquilibrer la relation entre les points bleus, les vertex bleus et les vertex rouges, et la bande inférieure et la bande supérieure vont pouvoir acquérir un nombre de Chern non nul. Donc c'est exactement l'idée de Haldane, c'est exactement ce qui se passe dans le modèle de Haldane, comme on va le voir dans un instant. L'autre remarque importante sur ce dessin, c'est que maintenant, fxy de K, donc la courbure de Berry dans l'espace K, vous pouvez aussi y penser comme un champ magnétique dans l'espace des paramètres selon la direction Z, si vous voulez, eh bien, cette courbure de Berry a bien la périodicité à laquelle on s'attend, à la différence de phi de K, comme on a vu tout à l'heure.
Vous voyez ici, on a bien la périodicité 1 à laquelle on s'attend dans le réseau réciproque. Alors, donc tout ça, c'est le graphène, c'est HBN. On n'a pas encore de bande avec un nombre de Chern non nul, ça va venir dans un instant. Et on peut faire des tas de choses intéressantes avec ce graphène, et en particulier, toute une nouvelle direction de recherche depuis 10 ans a consisté à prendre 2 feuillets de graphène et alors à les twister l'un par rapport à l'autre, à leur donner un angle l'un par rapport à l'autre. Et ça conduit à un phénomène remarquable qui est que pour certaines valeurs magiques de cet angle, dites magiques, on a une bande extrêmement plate dont on peut régler la largeur de bande à volonté en changeant l'angle. Enfin, moi, je ne sais pas faire ça, mais Dimitri, lui, sait faire ça dans son laboratoire en changeant cet angle. Donc, c'est l'objet du séminaire de tout à l'heure, et ça sera aussi l'objet du cours 5, dans lequel je vais essayer de vous montrer comment, en considérant la limite chirale de ce modèle, on peut créer à certains angles magiques des bandes qui sont non seulement, dans cette limite chirale, non seulement ont une largeur de bande minimale, mais sont en fait exactement plates. Et en fait, il y a une relation très remarquable avec les niveaux de Landau complètement dégénérés. Donc ça sera, j'espère, l'objet du cours 5. En attendant, voilà juste un petit apéritif au séminaire de Dimitri, qui vous montre dans un système de graphène twisté. Donc vous voyez maintenant comment, en décalant par un petit angle l'un des feuillets de graphène par rapport à l'autre, on crée une cellule unité beaucoup, beaucoup plus grande, qui est cet aspect moiré du système, ce qui correspond à la création d'une mini-zone de Brillouin qui correspond à cette petite zone de Brillouin obtenue en tournant l'une des zones de Brillouin du graphène d'un angle θ par rapport à l'autre. Et ça, c'est une petite animation que j'ai trouvée sur le web qui vous montre la manière dont les bandes évoluent en fonction de l'angle θ. Donc ici, vous voyez les dispersions de Dirac, et puis vous voyez que quand θ augmente, ces bandes de Dirac disparaissent presque complètement et deviennent ultra plates. Ici, à l'angle magique. Voilà. Bon, c'était juste une mise en bouche pour le séminaire de Dimitri. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va étudier un modèle dans lequel on brise l'invariance par renversement du temps et on fait apparaître un nombre de Chern non nuls pour la bande du bas et la bande du haut. Et ce modèle a été introduit par Haldane en 88. C'est un article très profond dont la profondeur a mis un certain temps à être appréciée. Et ce modèle, il est défini sur le réseau hexagonal en introduisant, donc un petit peu à la suite de l'article de Semenov, en introduisant, donc en brisant l'invariance par renversement du temps, en introduisant des flux dans chacune des plaquettes. Donc ce modèle, de manière spécifique, sur les triangles qui pointent vers le haut, qui sont dessinés ici en rouge, on va introduire un flux 3φ. Alors, je croyais que je les avais indiqués là. Je ne sais pas où ils sont passés, mes flux. Oui, bon, on les voit là, moins 3φ, plus 3φ. Et puis, sur les plaquettes qui sont bleues et qui sont orientées vers le bas, on va introduire un flux moins 3φ. De sorte que le champ magnétique total qui traverse le système est 0, mais il y a un flux alterné, ou staggered flux en anglais, dans chacune des plaquettes. Donc ça va bien évidemment briser l'invariance par renversement du temps, briser également, comme avant, l'invariance par... il y a aussi une masse, donc on va également briser l'invariance d'inversion. Donc ce modèle brise les deux invariances, et il va être capable de nous donner une bande de Chern, un nombre de Chern non nul pour les bandes. Il est un petit peu difficile à analyser parce qu'on est sur le réseau hexagonal. Et donc j'ai choisi en fait de vous décrire en détail une alternative à ce modèle qui est exactement dans la même catégorie, mais un petit peu plus facile pour les calculs analytiques, qui est un modèle sur réseau carré. C'est un petit peu plus facile d'écrire toutes les équations et de tracer les courbes.
Donc c'est très similaire. C'est donc un modèle sur réseau carré avec deux sous-réseaux. Dans ce modèle, vous pouvez introduire une masse de Semenov ou pas. En fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. On va la mettre de temps en temps. Donc éventuellement, un champ cristallin ou deux atomes de type différent qui va introduire une masse M. Un flux qui sera un flux pi dans chaque plaquette. Donc ici, mais de nouveau alterné. Donc pas de champ magnétique global. Donc ici, un flux plus pi en mettant un facteur de phase pi sur 4 selon les directions des flèches noires ici, et puis pi sur 4 selon l'autre direction, ou si vous voulez pi sur 4, pi comme ceci et moins pi comme ça. Donc des sauts qui vont être orientés T1 exponentielle i pi sur 4 selon les flèches noires. Et puis en plus, des sauts qui vont être plus ou moins un saut second voisin, donc qui coupe le sous-réseau A au sous-réseau A et le sous-réseau B au sous-réseau B, selon les diagonales. Donc ici, plus T2, ici, moins T2. Donc voilà le modèle plus simple sur réseau carré que je vais vous décrire. Alors, on va analyser la structure de bande de ce système, on va calculer le nombre de Chern. Et pour ça, je vais avoir besoin d'expressions qui me donnent ce nombre de Chern en particulier en fonction du vecteur D de K que j'utilise pour paramétriser mon Hamiltonien en relation avec la sphère de Bloch. Et donc je vais vous faire ça au tableau. On va garder en tête que c'est ce modèle qu'on veut étudier, également le modèle de Haldane, et je vais vous faire les calculs au tableau pour ce Hamiltonien, et pour ça, je vais tomber la veste. Bon, alors, donc, petit rappel. On considère un Hamiltonien où il peut y avoir une composante sur l'identité si on veut, plus D de K. De temps en temps, j'ai oublié les flèches sur les vecteurs, fois les matrices de Pauli. Alors, je vous rappelle que cet Hamiltonien, il a deux bandes, deux valeurs propres, epsilon plus et moins de K, qui sont D0 plus ou moins la norme de D. La norme étant bien sûr la racine carrée de dx2 plus dy2 plus dz2. Et comme je l'ai déjà dit, on va pouvoir paramétriser, sauf évidemment quand la norme est nulle, par un vecteur sur la sphère de Bloch, qu'on va paramétriser, comme on a vu, en coordonnées sphériques. C'est-à-dire qu'on a la sphère de Bloch, un pôle sud, un pôle nord, mon vecteur n, et l'angle θ ici, et puis l'angle phi, alors je suis très mauvais pour dessiner, l'angle phi ici, dans le plan équatorial. Les vecteurs propres de cette matrice, de cet Hamiltonien, correspondant à ces deux bandes ici, sont les vecteurs suivants. Donc je vais changer de lunettes, ce sera plus simple. Je vais simplement les enlever. Donc, un choix possible des vecteurs propres, c'est le suivant. Vous pouvez vérifier ça. Mais ce choix correspond à un choix de jauge particulier. Et en particulier, vous voyez que ces vecteurs propres qui sont là peuvent être problématiques
quand certaines de ces coefficients deviennent nuls. Donc pour faire ça, pour s'affranchir de ce problème, on peut choisir le choix de phase de ces vecteurs de manière différente. On peut par exemple multiplier tout ça par exponentielle moins i phi, auquel cas on aura ici exponentielle moins i phi k, et ici 1. Ou bien, pour ce vecteur-là, mettre 1, et ici exponentielle i phi k. Donc, le choix blanc et le choix rouge correspondent à deux choix de jauge différents, on va voir qu'ils sont reliés par une transformation de jauge, au sens de Berry, comme on l'a vu la dernière fois. Et en réalité, quand on a une topologie non triviale de ces états, ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas faire un choix de jauge qui soit cohérent, si vous voulez, un choix de phase des vecteurs propres, qui soit cohérent sur l'ensemble de la zone de Brillouin. Il faut passer d'un choix de phase à l'autre choix de phase quand on se promène dans la zone de Brillouin. Donc on va voir ça plus en détail dans la suite. La dernière propriété dont je vais avoir besoin pour les calculs, c'est que la valeur moyenne de sigma dans ces vecteurs, U plus moins, est égal à plus ou moins le vecteur directeur n sur la sphère de bloc. Donc ça, c'est une propriété que vous pouvez facilement démontrer. Alors, muni de ces informations-là, on va calculer la courbure de Berry. Alors, je vous rappelle que la dernière fois, quand on avait analysé le papier TKNN, on avait établi une expression de la courbure de Berry fxy pour la bande n. Alors ici, on a un système à deux bandes, à deux dimensions. Donc fxy, en général, f à b est un tenseur, etc. Mais ici, fxy, c'est tout simplement un nombre, et on peut y penser, encore une fois, comme un champ magnétique dans l'espace des paramètres. Et on avait établi que fxy était relié aux dérivés de l'hamiltonien, donc dx, ça veut dire d sur dkx, etc., dx de h de k, dy h de k, un, divisé par, il y avait une somme sur les m différents de n, de 1 sur en moins em. Il y avait un facteur i, et puis il y avait un complexe conjugué quelque part. Alors ici, cette somme sur m, c'est simplement la somme sur l'autre bande. Donc j'ai juste deux bandes. Ce dénominateur d'énergie ici, donc il n'y a plus de somme, c'est juste un seul terme. Et ce dénominateur d'énergie, qu'est-ce que c'est ? C'est la différence des deux valeurs propres qui est là. Donc vous voyez que c'est tout simplement 2 fois la norme de D. Donc je peux réécrire cette expression dans le cas de mon système à deux bandes, paramétrisé par mon vecteur D, comme I sur 4 des 2. Et ici, disons que je calcule la courbure de Berry de la bande moins. Et c'est ça mon expression. Alors maintenant, il faut donc calculer ces dérivés, dx h de k. Alors d'une manière générale, disons d I de h de k, I vaut xy. Et donc qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien ça va être di du vecteur, de la composante alpha du vecteur d sigma alpha, avec sommation sur les indices répétés. Et donc dxh, dyh, c'est dx d alpha, dx d bêta, dy d bêta, sigma alpha, sigma bêta. J'utilise la formule
bien connu sur les matrices de Pauli, qui est que sigma alpha, sigma bêta, c'est l'identité plus, en gros, le produit vectoriel des deux, i exponentielle alpha bêta gamma, ça c'est le symbole complètement antisymétrique, sigma gamma. Vous voyez que le premier terme, il me donne un terme qui va donner 0 dans la courbure de Berry, parce qu'il me donne un terme qui est symétrique dans l'échange x et y. Donc c'est quelque chose qui va me donner 0 dans cette expression, puisque cette expression, elle fait intervenir un tenseur antisymétrique. Donc seul ce terme est important. Et au final, ce que vous obtenez, c'est fxy pour la bande moins, disons, égale 1 sur 2d2, donc moins 1 sur 2d2, epsilon alpha bêta gamma, un sigma gamma, donc ici c'était u moins, dx d alpha, dy d bêta. Maintenant j'ai besoin de cet élément de matrice, et j'avais signalé ici que pour la bande moins, il valait moins n. Et donc finalement, j'obtiens l'expression suivante que je vais essayer de garder pour la suite. Qui est que fxy est égal à 1,5 de n produit scalaire dxn produit vectoriel dyn. Alors je peux aussi réécrire ça en termes du vecteur d si vous préférez. C'est aussi 1 sur 2d cube, où d c'est la norme, fois dxd, dyd. La raison de ça, c'est que le terme n et d sont reliés par la relation de normalisation et les dérivées de la norme elle-même donnent 0 dans cette formule à cause de l'antisymétrie du tenseur. Donc deux expressions équivalentes qu'on va garder pour la courbure de Berry en fonction de n. Et donc, comme on a vu la dernière fois, le nombre de Chern, donc ça c'est pour la bande moins, le nombre de Chern, c'est 1 sur 2pi fois l'intégrale de la courbure de Berry avec le vecteur orienté dx, dy, dky sur la surface du tore de la zone de Brillouin. Donc la zone de Brillouin est une topologie d'un tore, puisque les bords s'identifient, donc la zone de Brillouin, disons, kx, ky, de manière symbolique. Elle peut être hexagonale ou tout ce que vous voulez, mais je la dessine comme ça. Et elle a la topologie d'un tore, puisque ces bords peuvent être identifiés bord à bord. Donc ce bord et ce bord sont les mêmes. Ce bord et ce bord sont les mêmes. Donc c'est un objet qui est une variété à 2 dimensions qui a la topologie d'un tore. Donc un tore T2. Et vous voyez que ce qu'on a ici, le vecteur n, il établit une application entre le tore T2 et la sphère de bloc. Donc quelque chose comme ça. Pour chaque point K sur le tore de Brillouin, on regarde où le vecteur n sur la sphère de bloc pointe. Ou, si vous voulez, le vecteur d, qui lui n'est pas normalisé, va décrire une certaine surface fermée dans l'espace des K, enfin une certaine surface dans l'espace des K, et on regarde la topologie de cette surface. Et donc ce qui va se passer quand on calcule ce nombre de Chern, c'est que soit cette application de K du tore vers la sphère couvre l'ensemble de la sphère, auquel cas le nombre de Chern va être un nombre non nul qui va compter le nombre d'enveloppements de la sphère de bloc au fur et à mesure que K parcourt le tore de Brillouin,
ou bien on ne va pas recouvrir l'ensemble de la sphère par le vecteur n, et à ce moment-là, cette surface est contractible, le nombre de Chern de la bande considérée sera nul. Donc, cet objet ici, intégré sur la zone, sur le tore de Brillouin, il compte le nombre d'enveloppements de cette application. Ça s'appelle aussi l'indice de Pontryagin de cette application entre T2 et S2. En fait, ce qu'on peut montrer, c'est que, donc, vous voyez qu'une condition nécessaire pour que ce nombre de Chern soit non nul, c'est que lors de son voyage dans l'espace sur le tore de Brillouin, on passe à la fois par le pôle nord et par le pôle sud de la sphère. Alors pourquoi je me concentre sur le pôle nord et le pôle sud? Parce que le pôle nord et le pôle sud, ce sont les points qui correspondent au point où les bandes se touchent, hein, donc ça va être où sont les plus près les uns des autres. Et donc c'est les points où la courbure de Berry va être importante, et il faut que le vecteur n passe à la fois par le pôle nord et le pôle sud pour s'il y a enveloppement complet. Donc ça, c'est une condition nécessaire, mais on peut aussi montrer en fait que c'est une condition suffisante. C'est-à-dire, en fait, il suffit de regarder si le vecteur n pointe au cours de quand on varie K sur le tore de Brillouin, pointe de temps en temps vers le nord et de temps en temps vers le sud pour être sûr que le nombre de Chern est non nul. Donc ça, c'est quelque chose qui facilite beaucoup l'identification des cas où le nombre de Chern est non nul. Mais néanmoins, dans l'étude du modèle Haldane sur réseau carré, je ne vais pas juste me contenter de ce critère-là, je vais vous montrer la couverture complète de la sphère de blocs dans cette application. Bon, alors là, je crois qu'on a l'essentiel des formules qui nous sont nécessaires pour analyser le nombre de Chern. Je vais peut-être quand même vous montrer pourquoi. Oui, je vais quand même vous montrer pourquoi l'expression qui est là compte le nombre de recouvrements. Ça, c'est quand même important, parce que ce n'est pas forcément a priori évident. Donc, ça, on peut le montrer de la manière suivante. On peut explicitement calculer l'objet qui est sous l'intégrale là-bas, donc fxy. Et quand on fait le calcul, donc on calcule explicitement cet objet-là. Et quand on fait ce calcul, ce qu'on trouve, c'est que c'est 1 sur 4pi fois l'intégrale sur la zone de Brillouin de l'expression suivante, dx θ k dy phi k moins dy θ k dx phi k, juste l'antisymétrique, fois le sinus de θ k. Donc ça, c'est juste un calcul explicite. Et vous voyez que le terme qui est là, ça n'est en fait rien d'autre, ce terme ici, ça n'est de manière évidente rien d'autre que le jacobien de l'application qui nous fait passer de kx, ky dans le tore à θ k phi k sur la sphère de bloc. Si vous regardez le jacobien de ça, c'est le déterminant de la matrice qui fait passer de ça à ça, c'est exactement ça. Autrement dit, je peux écrire cette intégrale en changeant de variable de kx, ky à cette fois une intégrale sur la sphère de bloc, donc ça, cette intégrale, elle vit sur T2. Maintenant, je peux réécrire cette intégrale comme 1 sur 4pi fois l'intégrale sur l'image de T2 sur la sphère de bloc, dans cette application, de sinus θ dθ dφ.
Il reste ce terme sinus θ, et j'ai changé de variable vers θ phi. Et donc vous voyez que cette expression, c'est la surface de l'image sur la sphère de bloc, qui, si par exemple cette image recouvre la sphère de bloc exactement, cette surface va valoir 4π, la surface d'une sphère unité, et donc le nombre de Chern va valoir 1. D'accord ? Et comme c'est une intégrale orientée, il peut valoir également moins 1. Si je recouvre la sphère de bloc 2 fois, ce nombre de Chern vaudra 2, etc. Voilà, donc ça clôt le petit calcul que je voulais faire, le calcul que je voulais faire au tableau. Et on va revenir à un cas explicite. Et comme je le disais tout à l'heure, dernière chose, comme je disais tout à l'heure, en fait, on peut s'affranchir, je vais peut-être garder les vecteurs propres ici, on peut s'affranchir d'un calcul de l'intégrale complète. On peut montrer que ce nombre de Chern peut simplement se regarder en considérant un rayon qui part de l'origine et qui perce la sphère de bloc à partir des points où, dans le plan équatorial, dx égale y égale 0, c'est-à-dire la localisation des points d'Dirac, disons, dans le système qui aurait des contacts entre les deux bandes. Donc on peut montrer en fait que on peut aussi l'écrire comme 1/2 sur la somme des cas qui sont dans l'ensemble des points où dx égale dy égale 0, de tout simplement, on compte le signe de dz fois le signe de dx d dyt. La composante z, pardon, ça c'est un vecteur composante z de cet objet. Donc ça c'est très commode, il suffit de regarder, ça évite un calcul d'intégrale complet, il suffit de regarder à ces points discrets, de calculer ces signes et on a le nombre de Chern. Alors on va voir comment tout ça se manifeste dans le cas du modèle de Haldane sur réseau carré. Donc le calcul, la première chose qu'il faut faire, c'est calculer l'hamiltonien, donc calculer le vecteur D. Donc ça, c'est pas très compliqué. Vous voyez que on a T1 exponentielle I sur 4 selon les flèches noires. Et donc, quand on fait le calcul, on trouve que dx, c'est cosinus kx plus cosinus ky fois racine de 2. Donc ça vient du fait qu'on a 1 sur racine de 2, puisque le cosinus de pi sur 4 vaut 1 sur racine de 2 et le sinus de pi sur 4 vaut 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2 fois le saut vers les voisins. Donc il y a deux voisins, donc ça fait 2 sur racine de 2, d'où racine de 2, T1, cosinus kx plus cosinus ky. Et puis pour dy, racine de 2 T1, cosinus kx moins cosinus ky. Et puis maintenant, donc s'il n'y a que T1, il y a uniquement dx et dy, donc le vecteur d vit dans le plan équatorial. Si maintenant on rajoute soit une masse de Semenov, soit le saut entre second plus proche voisin T2, donc la masse de Semenov, elle me donne tout simplement dz égale m, comme le cas précédent. Et puis T2, eh bien, il y a un saut selon le vecteur 1, 1, donc il va me donner exponentielle de i kx plus ky, et puis un saut selon le vecteur 1 moins 1, qui me donne exponentielle de i kx moins ky, mais j'ai choisi un T2 dont le signe alterne entre les deux diagonales, donc il y a un moins ici. Donc voilà mon vecteur D pour ce modèle. Donc maintenant on a le vecteur D, on peut calculer les deux valeurs propres qui sont donc epsilon plus ou moins égale norme de D, plus ou moins norme de D. C'est juste un exercice, disons, de liaison forte que vous pouvez donner
physique du solide, premier cours. Et voilà donc la norme de D qui me donne la dispersion des bandes. Et le point remarquable, c'est qu'en fait, ce modèle, même en l'absence de M et de T2, c'est déjà un semi-métal de Dirac. Donc juste ce modèle avec un flux pi dans chacune des plaquettes, un flux alterné plus ou moins pi dans chacune des plaquettes, me donne une dispersion avec maintenant 4 points de Dirac. Donc la zone de Brillouin, bien sûr, c'est maintenant la zone de Brillouin du réseau carré. Donc c'est une zone de Brillouin qui est tout simplement... Donc c'est pour ça que c'est un peu plus facile à représenter. C'est tout simplement la zone de Brillouin moins pi pi moins pi pi. Et les contacts de Dirac se passent à 4 points qui sont les centres de ces 4 quarts de la zone de Brillouin, donc pi sur 2 et les 3 autres points. Donc ça, c'est ce qui se passe quand M égale T2 égale 0. Et maintenant, je peux ouvrir un gap, comme dans le cas de HBN, entre ces deux bandes, soit en mettant M, soit en mettant T2. Donc quand je mets M, j'ouvre un gap. Donc ça, c'est un exemple où M vaut un quart, T2 est nul. J'ouvre un gap aux 4 points de Dirac. Et ça, c'est un exemple où M est nul et T2 vaut une certaine valeur, et que j'ai choisi pour que le gap ait l'air d'avoir sensiblement la même taille. Enfin, il a la même taille, si vous utilisez la formule là-haut. Et donc, vous voyez que du point de vue de la dispersion des bandes, ces deux modèles, celui avec seulement M et celui avec seulement T2, ont essentiellement la même dispersion. J'ai juste créé un gap entre les deux bandes du système, avec un gap qui est minimal, qui est évidemment minimal, là où il y avait les points de Dirac quand les bandes se touchaient. Mais comme vous allez le voir, la dispersion des bandes est la même, en gros la même, mais la topologie de ces deux systèmes est complètement différente. Et la topologie, elle est codée dans les vecteurs propres, et les phases φk et θk, et pas dans les valeurs propres. Alors pour regarder ça, on peut d'abord le regarder de manière un peu empirique, en regardant des cartes dans l'espace K des Z. Et ce que vous voyez ici, alors je ne sais pas pourquoi, il y a des couleurs qui ne passent pas, très très étrange. C'est très embêtant. Ah si, elles passent quand même à peu près. Donc je ne sais pas si vous voyez ça ici. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai considéré le système avec une masse m donnée, disons normalisée à 1, et j'augmente T2, de la gauche vers la droite. Donc vous voyez que ici, c'est une carte de θk. Oui, c'est ça, c'est une carte de θ. Non, c'est une carte de dz, le haut là, quand on augmente progressivement T2. Et j'ai dessiné en rouge ici la ligne où dz s'annule. Donc dz s'annule, ça va vouloir dire que le vecteur d va être obligé de passer de l'hémisphère supérieur à l'hémisphère inférieur. Donc effectivement, ce que vous voyez ici, c'est que quand T2 sur M est plus petit qu'une certaine valeur, qui est en fait un quart, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, le vecteur D reste dans un des hémisphères, le vecteur N, pardon, reste dans un des hémisphères, et en revanche, quand T2 sur M est plus grand qu'un quart, le vecteur N couvre l'ensemble de la sphère de Bloch, ce qui veut dire que dans cette carte, il y a des régions où on est proche du pôle sud et des régions où on est proche du pôle nord. Alors, je ne sais pas si vous pouvez arriver à lire les chiffres qui sont là, mais la ligne rouge que j'ai dessinée là sépare les valeurs négatives et les valeurs positives. Donc il y a clairement quelque chose qui se passe quand on augmente T2 sur M. On peut
regarder ça en 3 dimensions. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné la couverture de la sphère par le vecteur n pour les dessins du haut, ou la surface que décrit le vecteur d pour les dessins du bas. Donc de nouveau, pour ces 3 cas, vous voyez que quand T2 sur M est plus petit qu'un quart, la surface décrite par le vecteur n sur la sphère de bloc ne couvre pas l'ensemble de la sphère. Donc pour que vous le voyiez clairement, quand la surface se met à passer dans l'hémisphère inférieur, j'ai dessiné les 3 plans, dx égale 0, dy égale 0, dz égale 0. Et vous voyez que quand T2 sur M est plus grand qu'un quart, eh bien, on a maintenant un vecteur n qui couvre l'ensemble de la sphère de bloc. Une autre manière de regarder ça, c'est de regarder non pas le vecteur n, mais le vecteur d non normalisé, et de regarder la surface dans l'espace dx, dy, dz, qui est couverte par d, et maintenant de se demander si le centre d égale 0, qui est le point où les bandes se toucheraient, si on les autorisait à se toucher, est à l'intérieur ou à l'extérieur de cette surface. Donc ici, de nouveau, pour vous permettre de localiser le point 0, 0, 0, j'ai tracé les 3 plans, et donc le point 0, 0, 0 se trouve à l'intersection de ces 3 plans. Donc voilà ce qui se passe quand T2 sur M est 0,1. Donc il y a clairement, l'origine n'est pas à l'intérieur de cette surface décrite par D. Quand T2 sur M est 1 quart, vous voyez que ce plan ici est juste tangent à cette surface. Et quand T2 sur M est plus grand qu'un quart, l'origine se met à entrer à l'intérieur de la surface, elle est là, à l'intérieur de la surface D. D'accord ? Donc, autrement dit, du point de vue, si vous voulez, de D, cette surface ne peut pas être contractée en un point sans croiser le point où module de D égale 0, donc sans singularité, alors qu'ici on peut le faire. Une autre manière de regarder les choses, si on regarde le vecteur normalisé, c'est qu'ici, on couvre l'ensemble de la sphère de bloc, donc on a un recouvrement complet, le nombre de Chern va être 1 ou moins 1 en l'occurrence, et ici, ce n'est pas le cas, le nombre de Chern va être 0. Alors, on peut comprendre tout ça analytiquement, et c'est ce que je vais faire maintenant rapidement au tableau. Déjà, la première chose qu'on peut faire, c'est tout simplement regarder, puisqu'il suffit de regarder en fait le pôle nord et le pôle sud, on peut tout simplement, alors je ne sais pas trop quoi effacer parce que j'ai un peu besoin de tout ça, je vais peut-être effacer ceci. On peut tout simplement regarder la dispersion des bandes au point plus ou moins pi sur 2. Donc les bandes, c'était plus ou moins K1 carré cosinus carré kx plus cosinus carré ky le tout racine carrée. Alors vous voyez que si par exemple je regarde kx égale ky égale pi sur 2, ce terme est nul, ce terme est nul, ce terme vaut 1, et donc je vais trouver m plus 4t2. Si je regardais un autre des points, je trouverais m moins 4t2. Et la condition pour que j'ai un nombre de Chern non trivial, c'est que je passe à la fois par le pôle nord et par le pôle sud. Donc il faut que m plus 4t2, m moins 4t2 soit négatif. Autrement dit que 4 fois valeur absolue de t2 soit plus grand que m. La valeur absolue de m.
Donc ça, c'est juste en regardant les points où les bandes sont les plus proches l'une de l'autre. Mais je peux aussi donner une expression analytique de cette surface. Donc, je vais faire ça, je ne sais pas où. Peut-être ici. Donc on a le vecteur dx, dy, dz. Je vais introduire une notation qui est que je vais normaliser dx par 2 racine de 2t1, de la même manière dy. Et dans ce langage, cosinus kx, c'est moins dx tilde moins dy tilde. Et cosinus ky, c'est moins dx tilde plus dy tilde. Et donc en utilisant ça, je peux écrire la surface dans l'espace des K. Donc ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai éliminé Kx et Ky au profit de D. D'accord ? Et donc je peux écrire analytiquement l'expression de la surface paramétrée dans l'espace D quand Kx et Ky se promènent sur le tore de Brillouin. Donc c'est la surface et cette surface, c'est dz moins m sur 4t2 au carré égale 1 moins dxk tilde plus dy tilde au carré, 1 moins dx tilde moins dy tilde au carré. Le tout puissance 1,5. Donc c'est pour ça que le modèle de Holden sur réseau carré est agréable, parce que ces calculs peuvent être faits complètement analytiquement. C'est un peu plus compliqué de faire ce calcul analytique dans le cas du modèle de Holden hexagonal. Et il est facile de voir, donc ça c'est l'équation paramétrée de ces surfaces qui ressemblent à des coussins là, que j'ai dessinés sur mon écran. Et il est facile de voir que cette surface paramétrée, elle contient l'origine ou non, selon que 4T2 est plus grand que M ou 4T2 plus petit que M. Vous pouvez vous en convaincre, par exemple, en regardant le cas particulier dy tilde égale 0, auquel cas cette surface devient un cercle, dz moins m sur 4T2 au carré, plus dy tilde au carré égale 1. Et donc ça représente un cercle dans l'espace dx, dz, dy, pardon, c'est dx ici, dans l'espace d tilde x dz. Ça représente un cercle qui est centré au point M, c'est censé être un cercle, et qui a un rayon 4T2. Et donc vous voyez que ce cercle, il va contenir ou non l'origine, selon que M est plus petit ou plus grand que 4T2. Donc, ces différentes manières de voir le calcul du nombre de Chern. Vous pouvez aussi utiliser la formule que j'avais effacée tout à l'heure, qui consiste simplement à compter les signes au point de quasi-dégénérescence. Et vous retrouvez donc que si 4T2 est plus grand que M, le nombre de Chern est plus 1. Si 4T2 est plus petit que M, le nombre de Chern est moins 1. Donc autrement dit, s'il n'y a pas de masse M, si les deux sous-réseaux ont le même atome, dès que je mets T2, je crée un état topologique. Alors, une manière de voir ça, qui est peut-être plus qui est intéressante,
c'est de considérer la transition quand on croise 4T2 égale M. Donc, ce que j'ai représenté ici, c'est les bandes selon une certaine direction. Donc, j'ai fixé KY égale pi sur 2. Donc, on traverse, selon KY égale pi sur 2, on traverse comme ça. Et on va passer près des points où le gap peut éventuellement se fermer. Donc, je pars de M égale 1. J'ai deux bandes qui sont complètement symétriques. T2 est nul. Et j'imagine augmenter T2. Donc, si vous voulez, j'ai des atomes qui forment un isolant, deux atomes A et B sur les deux sous-réseaux, qui forment un isolant qui est topologiquement trivial. Et je me mets à augmenter T2. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, ça marche dans ce sens-là. Donc, vous augmentez un peu T2. Vous voyez que le gap au point ici devient de plus en plus petit. Le gap à l'autre point augmente. Et il y a une valeur critique de T2, qui est donc T2 égale 1/4, comme on s'y attendait avec ce calcul, où le gap à ce point se ferme, on a un cône de Dirac. Et puis, quand j'augmente encore T2, le gap à ce point se rouvre. Donc j'ai une fermeture du gap et une réouverture du gap. Et j'entre dans la phase où finalement, du point de vue de la dispersion des bandes, il n'y a pas une énorme différence entre ces deux cas. Mais du point de vue topologique, cet isolant est un isolant qui est topologiquement trivial. Cet isolant est un isolant topologique. Et nécessairement, cette transition se passe par fermeture et réouverture du gap. Autrement dit, une autre manière de dire les choses, c'est que cet isolant ici, qui a un petit gap, mais qui est un isolant trivial, est continuellement connecté à ce qu'on pourrait appeler l'isolant atomique, où on a simplement deux niveaux d'énergie un peu élargis par la dispersion T1. D'accord ? Alors que celui qui est là ne peut pas être continuellement connecté à cet isolant atomique, parce qu'il a un nombre de Chern non nul, parce que chacune des bandes a un nombre de Chern non nul. Et pour passer de l'un à l'autre en augmentant un hopping T2, il faut nécessairement fermer le gap et le rouvrir. Donc il y a deux phases complètement différentes, avec une transition de phase qu'on appelle quelquefois transition de phase topologique. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une transition de phase qui est caractérisée par un paramètre d'ordre local à la Landau, mais qui est caractérisée par une quantité globale, le nombre de Chern, par exemple, d'une des bandes. Bon, donc ça, c'est le modèle de Holden sur réseau carré. On peut faire exactement les mêmes choses pour le modèle de Holden canal historique sur le réseau hexagonal. C'est juste que les calculs sont un tout petit peu plus compliqués. Donc, de nouveau, le modèle de Holden sur réseau hexagonal, il marche de la manière suivante. On a un flux moins 3 phi dans les triangles rouges orientés de cette manière, un flux plus 3 phi dans les triangles bleus orienté de cette manière. Et maintenant, on a un saut second voisin du sous-réseau, entre sous-réseau A et sous-réseau B, enfin, je veux dire, connectant les sites AA et les sites BB. Donc, il faut introduire les vecteurs qui connectent les seconds plus proches voisins dans le réseau Honeycomb. Ils sont donnés par les formules qui sont là. Vous pouvez de nouveau calculer ce modèle de liaison forte, et vous trouvez le vecteur D, donc dx et dy, c'est la même expression que pour le graphène. Par contre, ces sauts et ce flux introduisent un D0 cette fois et un DZ. Et de nouveau, vous pouvez regarder les points, le pôle nord et le pôle sud. Et ce que vous trouvez ici, c'est que DZ au point de Dirac, disons au point qui seraient les points de Dirac s'il n'y avait pas de gap, sont donnés par m moins ou plus 3 racine de 3 T2 sinus phi. C'est juste en calculant ça au point de coordonnées k et moins k. Et la condition pour qu'on ait un nombre de Chern non trivial, comme ici, c'est que le produit de ces deux choses soit négatif. Donc dans l'espace m sur 3 racine de 3 T2
et le flux phi. Ça me donne 2 lobes. Cette fois, on peut changer phi en moins phi. Aussi, dans le modèle précédent, si j'avais changé pi sur 4 en moins pi sur 4, j'aurais changé le nombre de Chern. Donc ici, j'ai un lobe C égale moins 1, et ici un lobe C égale plus 1. Donc ça, c'est la zone où on a 2 isolants topologiques avec ces nombres de Chern-là pour la bande du bas. Et puis, à l'extérieur, dans la zone blanche, on a un isolant atomique ou un isolant trivial. Et pour passer de l'un à l'autre, il faut fermer le gap à un des points K de la zone de Brillouin. Selon la ligne rouge, c'est le point K. Selon la ligne noire, c'est le point K'. Donc quand je traverse ici, je ferme le gap au point K, et évidemment assez symétrique. Et puis quand je traverse la ligne noire, je ferme le gap au point K'. Alors maintenant, j'ai une borne du bas qui a un nombre de Chern qui peut être plus ou moins 1. Ça veut dire que la conductivité de Hall, souvenez-vous du cours 2, TKNN, la conductivité de Hall est donnée par moins E carré sur H fois le nombre de Chern. On avait vu ça la dernière fois. Donc ça dépend de la bande, c'est la conductivité de Hall pour la bande considérée. Et donc ça veut dire que ce modèle, comme mon modèle sur réseau carré, réalise un isolant topologique qui a une conductivité de Hall finie et quantifiée, sans qu'il y ait de champ magnétique. Mais évidemment, en brisant l'invariance par renversement du temps via ce flux alterné. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un isolant de Chern. Donc la possibilité de réaliser un système qui a, alors je ne vous ai pas mis le résumé de l'article de Haldane, mais c'est très clairement expliqué dans ce résumé. C'est un article absolument remarquable que je vous encourage à lire. Bon, voilà, ça c'est schématiquement, je l'ai pris d'un autre article de revue, la manière dont l'origine se promène quand on passe à travers ces différentes phases. Donc vous voyez ce que je disais tout à l'heure, l'origine est à l'intérieur de la surface quand on est dans ces lobes et à l'extérieur quand on passe dans la phase triviale. Alors, pour préparer tout ça, je me suis pas mal inspiré d'un certain nombre d'articles de revue que je vous recommande. Donc, j'en ai cité en particulier écrits par la communauté française. Donc, il y a cet article de Jérôme Kessel et Jean-Noël Fix dont j'ai déjà parlé. Il y a aussi de jolis articles de David Carpentier et collaborateurs que j'ai indiqués sur ce slide ici. Alors, je vois que j'ai pris un peu de retard. Je voulais vous parler de la connexion de Berry et pas seulement de la courbure de Berry. Parce que, après tout, vous pourriez trouver que je vous ai un petit peu manipulé dans la mesure où cet objet, c'est le flux d'un champ magnétique à travers une surface fermée. Donc, comment le flux d'un champ magnétique à travers une surface fermée peut être non nul ? A priori, on apprend dans l'électromagnétisme que le flux du champ magnétique à travers une surface fermée est nul, puisque B, c'est le rotationnel d'un potentiel vecteur. Donc il doit y avoir quelque part quelque chose de subtil. Et la chose subtile, c'est que ce potentiel vecteur, qui est donc un potentiel vecteur dans l'espace des paramètres, qui est la connexion de Berry, qu'on avait introduit la dernière fois, ne peut pas être défini de manière lisse, par un choix de phase des vecteurs d'onde uniformes dans l'ensemble de la zone de Brillouin, ce qui introduit une singularité, et cette singularité, elle correspond à l'existence d'un monopôle dans l'espace des paramètres. Et donc, évidemment, si j'ai un monopôle au centre de ma surface, je peux avoir un champ magnétique à travers une surface fermée. Donc, je vais garder peut-être ça pour la fois prochaine. Je ferai ça un peu rapidement, ou alors je le laisserai dans les notes. Mais c'est ça la réponse à la question, c'est que le fait que cet objet puisse être non nul, et en fait entier, correspond à un monopôle de Dirac quantifié dans l'espace des paramètres.
Je vais utiliser les 10 dernières minutes qui me restent plutôt pour vous parler un tout petit peu de résultats expérimentaux, puisque ça va nous relaxer un peu. Ce cours a un peu beaucoup de calculs. Donc on va parler un tout petit peu de résultats expérimentaux. Donc il y a des très jolies expériences qui donnent une imagerie directe de la courbure de Berry. Il y a des expériences dans le domaine des atomes froids, donc voir le cours de l'an dernier, et des expériences aussi en physique de la matière condensée. Je ne vais pas vous décrire tous les détails, parce que je n'ai pas le temps, mais je vais vous en montrer quand même quelques-unes. Donc ça, c'est 2 articles qui sont parus il y a maintenant exactement 10 ans, qui réalisent en fait une tomographie complète de la phase d'un système à 2 niveaux, en utilisant des atomes froids. Donc, ces 2 articles sont dans le même numéro de Science, vous voyez, qui se suivent à quelques pages près. Je vais décrire un peu plus celui-là. Donc, dans cet article, on part d'un réseau hexagonal de ce type. Tout ça, évidemment, est inspiré par le graphène et le modèle de Holden. Ce n'est pas une réalisation du modèle de Holden, cet article. Ça, il y en a un autre qui fait ça, je vais vous le montrer aussi. On applique, donc dans ces réseaux optiques, comme on en a un peu parlé au cours de l'an dernier, on peut déplacer le réseau optique, le secouer. Et ce qui se passe dans cet article, c'est qu'on introduit une perturbation chirale du réseau optique. Donc on fait tourner le réseau, on fait tourner ces points. Et ce qui se passe dans ce cas-là, c'est qu'on crée des bandes de Floquet. Donc c'est un processus dépendant du temps. On change la structure des bandes. Et la perturbation considérée introduit un nouveau point de Dirac au point gamma, au centre de la zone de Brillouin, détruit les points de Dirac au point K, et assez symétrique, et préserve les points de Dirac au point K'. Donc maintenant, on va avoir une courbure de Berry qui va être concentrée autour de K' et de gamma. Donc ça, c'est le processus de Floquet. Et le processus de mesure, c'est un processus qui consiste à engendrer cette rotation, donc secouer le réseau, et puis à un certain moment, arrêter et projeter sur les bandes de départ qui sont choisies de manière telle que la dispersion des bandes soit quasi nulle et le gap entre les bandes soit très grand. Donc on a 2 niveaux quasi atomiques, comme j'avais dessiné tout à l'heure, et on projette l'état qu'on a créé sur ces 2 bandes. Et ensuite, ce qu'on observe, c'est donc que l'état ainsi projeté, il tourne sur la zone de Brillouin, il tourne à une certaine fréquence, comme est indiqué la formule ici, qui est donnée tout simplement par la différence d'énergie ou la fréquence de Rabi, si vous voulez, entre les 2 bandes, et avec une phase qui est donnée par l'angle φ sur la sphère de Bloch et une amplitude qui est donnée par le sinus de l'angle θ sur la sphère de Bloch. Alors on peut répéter cette expérience pour différents temps de rampe, des différents temps où on a secoué le réseau, et monitorer ainsi cette dépendance en temps de l'oscillation sur la sphère de Bloch. Comment on mesure cet objet? On mesure cet objet par temps de vol. C'est-à-dire on coupe le réseau, on fait un temps de vol, et le temps de vol, voire le cours de l'an dernier, vous donne la distribution en impulsion du nuage. Donc on mesure la distribution en impulsion, on répète ça pour plusieurs temps, et on obtient ces belles courbes ici. À partir de ces courbes, on peut mesurer la phase phi, et donc on a une période d'oscillation qu'a priori on connaît. On peut mesurer la phase phi, le décalage de phase phi, et l'amplitude sinus θ. Et donc on a réalisé une tomographie complète de la fonction d'onde sur la sphère de Bloch, et en appliquant les formules qui sont ici, une fois qu'on connaît θ, k et φk, on peut reconstruire la courbure de Berry dans la zone de Brillouin. Voilà, donc ça, c'est des images qui vous donnent la tomographie, soit représentées en fonction du temps, soit ici à des intervalles de temps donnés
Ça doit être une carte, je ne sais plus, de l'amplitude ou de la phase, je ne vois plus très bien. C'est une carte de la distribution en impulsion. Vous voyez comment elle tourne dans la zone de Brillouin. Et ce qui est fait ici, c'est de représenter pour deux types d'expériences dans lesquelles on fait tourner les points dans un sens ou dans l'autre sens, de représenter la phase mesurée, donc l'amplitude qui est sinus θ, la phase φ dans la zone de Brillouin, et puis la courbure de Berry qui est calculée à partir de ces deux données. Donc vous voyez que la courbure de Berry, elle est concentrée avec un signe plus autour des trois points de quasi-Dirac qui ont été préservés, et puis du nouveau point qu'on a créé au centre de la zone de Brillouin, elle a été supprimée là. Vous voyez aussi que la phase φ n'a pas la périodicité du réseau réciproque, comme je le disais tout à l'heure. Ça, c'est un calcul théorique du système. Donc, vous voyez, il y a un très bon accord entre la théorie et l'expérience. Donc, on a réalisé une tomographie complète de la fonction d'onde et mesuré la phase de Berry dans la zone de Brillouin. Alors, également avec des atomes froids, on peut réaliser le modèle de Holden. Je crois que le premier papier qui a fait ça, c'était dans le groupe de Tillman et Slinger, Gregor Gyotsu et coworkers. C'est ce papier-là. Et ce qui est fait dans cet article, c'est qu'en fait, la courbure de Berry est mesurée en regardant le mouvement d'un paquet d'ondes, le drift, qui, comme j'en avais parlé au cours 2, qui est le terme de Carr plus Luttinger dans les équations semi-classiques du mouvement. Donc ce terme K, produit vectoriel F. Et ça, c'est une proposition qui d'ailleurs avait été faite dans cet article de Nathan, qui est également mesurée ici, mentionnée ici. Donc là, je ne vais pas décrire cet article. Je pense qu'il est décrit dans un cours précédent de Jean Dalibard. Je voulais juste terminer le cours en vous montrant un exemple où cette fois c'est en physique de la matière condensée qu'on peut mesurer la courbure de Berry. Donc ça c'est un article, il y en a certainement d'autres, mais j'ai trouvé celui-là, où on regarde un des semi-conducteurs bidimensionnels, donc en l'occurrence tungstène disélénium, qui est un système qui dans le bulk n'a pas de topologie, donc c'est un système en couches, comme ceci. Et vous voyez que si je regarde une seule couche, il y a une brisure de la symétrie d'inversion, mais évidemment, elle est restaurée dans la couche suivante. Donc le bulk n'a pas de brisure de la symétrie d'inversion, mais une seule couche a une brisure de la symétrie d'inversion. Et cette expérience, elle utilise de manière astucieuse le fait que si je fais maintenant une expérience de photoémission résolue en angle, cette expérience de photoémission résolue en angle est sensible à la première couche seulement, tout au moins si je choisis bien mon énergie de photon. Donc c'est quelquefois considéré comme un inconvénient de la photoémission, la spectroscopie de photoémission, mais en l'occurrence là c'est un avantage qui permet de sonder uniquement la première couche. Et en utilisant la polarisation, la lumière polarisée pour faire la photoémission, on peut reconstituer la courbure de Berry du système de manière résolue en K, puisque c'est de la photoémission résolue en K, en mesurant le dichroïsme circulaire. Peut-être Nathan nous parlera du dichroïsme circulaire dans son séminaire de lundi, oui, dit-il. Et donc, en utilisant le dichroïsme circulaire mesuré avec de la photoémission polarisée, on peut reconstituer la courbure de Berry dans l'espace K. Sur donc la première couche de tungstène disélénium. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Il y a deux choses que je n'ai pas vraiment couvertes, qui est le monopôle dans l'espace des K, dans l'espace des paramètres. Donc ça, j'en parlerai brièvement la fois prochaine. Et il y a un autre sujet très important que je voulais aussi traiter aujourd'hui, mais je n'aurai pas le temps. Je le ferai aussi la prochaine fois, qui est la question des états de bord, qui est le fait qu'il y a une correspondance entre le matériau massif, le bulk, et le bord.
les deux isolants dont je parlais tout à l'heure, l'isolant trivial ou atomique et l'isolant topologique, se distinguent par le fait que si maintenant je considère une interface entre l'isolant topologique et l'isolant trivial, il y a un état de bord délocalisé qui se crée à l'interface, ce qui ne serait pas le cas si je mets deux isolants triviaux ensemble, et on verra comment ça sort d'une analyse très simple de l'équation de Dirac dans une géométrie d'interface de ce type. Et évidemment, ça a des conséquences générales pour les féoles quantiques et tous les systèmes topologiques. Donc j'essaierai de traiter ça la prochaine fois, avant de passer à les féoles quantiques fractionnaires. Voilà, je vais m'arrêter là.